les oligarques. On va s'intéresser à cette catégorie de la population extrêmement peu nombreuse, mais très riche du côté russe, avec le côté pile et le côté face, hein, d'ailleurs, c'est intéressant. Côté pile, ils ont de plus en plus de mal à aller faire du jet ski dans la baie de Saint-Tropez. Les sanctions occidentales portent leurs fruits. Mais côté face, vous allez le voir, et c'est intéressant, la guerre a renforcé leur pouvoir et leur position, notamment autour de Vladimir Poutine, et a parfois gonflé leur portefeuille. Excellente enquête en plusieurs épisodes du journal La Croix, dont on va beaucoup parler, notamment dans Les Indispensables de Quentin Bérichel, qui nous rejoint. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel. Pas que cette enquête de la Croix, vous avez beaucoup travaillé de votre côté. Les oligarques, c'est un groupe d'hommes et de femmes, il n'y en a pas beaucoup de femmes, qui continuent encore et toujours à soutenir Vladimir Poutine. Oui, et vous l'avez dit, c'est une enquête en plusieurs épisodes de La Croix qui nous permet de nous pencher justement sur l'avenir de ces oligarques en Russie. On en compte entre une cinquantaine et plusieurs centaines qui tiennent les cordons de l'économie en Russie. Ils possèdent des banques, des groupes agroalimentaires ou encore des mines de matières premières. Ils doivent presque tous leur fortune à Vladimir Poutine et ils lui restent fidèles aujourd'hui, 1 an et demi après la guerre. Prenez Vladimir Potanine, par exemple. 62 ans, le deuxième oligarque le plus riche de Russie, fortune estimée 27 milliards de dollars. Avec sa société Nornickel, il est tout simplement le numéro 1 mondial de l'exploitation et de la transformation du nickel, indispensable pour la fabrication, par exemple, de voitures électriques, mais également des trains, d'électroménagers, voire de matériel médical. Partout dans le monde, on continue de lui acheter son métal. C'est un homme de pouvoir également, ancien vice-premier ministre russe entre 1996 et 1997 sous Boris Eltsine. C'est là qu'il rencontre d'ailleurs Vladimir Poutine, qui vient alors de rentrer dans le gouvernement, et depuis, les deux hommes sont très proches. Alors on pourrait croire qu'avec la guerre en Ukraine, les profits de Vladimir Potanine diminueraient. Eh bien c'est tout le contraire. En avril 2022, par exemple, il étend son empire et rachète Rosbank, vendu par la Société Générale, qui souhaite à ce moment-là abandonner toutes ses activités en Russie. Pour Alain Guillemol, journaliste à La Croix, spécialiste de l'Europe de l'Est, le cas de Vladimir Potanine est en fait typique de l'influence grandissante prise par les oligarques depuis la guerre en Ukraine. Écoutez. Ils sont particulièrement puissants, oui, parce que Vladimir Poutine a besoin d'eux. Eux ont besoin de Poutine et Poutine a besoin d'eux. Et puis, comme vous savez, il y a un certain nombre d'entreprises occidentales qui avaient investi en Russie. Ces entreprises s'en vont. Beaucoup d'entre elles. Ou sont forcés de s'en aller. Et donc, il y a une forme de renationalisation des avoirs, et ces avoirs sont redistribués, bien sûr, aux amis de Vladimir Poutine. Depuis ce jour du 24 février 2022, où Vladimir Poutine avait réuni les oligarques au sein du palais du Kremlin, le pacte scellé avec le président russe n'a pas été remis en cause, alors même que l'économie russe est en grande difficulté. Alors, on apprend aussi que les sanctions qui visent ces oligarques ont leurs limites. Certains gagnent encore de l'argent grâce à l'Occident. Oui, et c'est l'un des paradoxes du système de sanctions mis en place par l'Occident. Je vous le rappelle, 1500 personnalités, des oligarques et leurs proches ont été placés sous sanctions en Europe, en Grande-Bretagne ou encore aux États-Unis. Elles ciblent leurs propriétés à l'étranger ou encore leurs comptes bancaires, mais pas toujours leurs entreprises, pourtant la principale source de revenus de ces milliardaires, des entreprises qui continuent parfois de commercer avec l'Europe. Si on reprend le cas de Vladimir Potanine, encore lui, en 2021, son métal représentait plus d'un quart, 27% des exportations de nickel sur le continent. Et d'après nos recherches aujourd'hui, on a regardé, Nornickel ne fait pas partie des sociétés russes sanctionnées par l'Europe. Elle continue donc de vendre son nickel sur le continent, alors même que Vladimir Potanine, lui, est sanctionné personnellement. Alors pourquoi une telle différence de traitement ? Eh bien parce que l'Europe ne peut pas se permettre aujourd'hui d'arrêter les importations de nickel russe. Écoutez Alain Guillemol. Il y a un certain nombre d'entreprises qui produisent des matières premières considérées comme stratégiques et qui ne sont pas encore sous sanctions. Et effectivement, le but des sanctions, c'est quand même de faire plus de mal à la Russie qu'on en fait à nos économies, à nous.
Et donc, si on doit pénaliser des entreprises occidentales parce que le prix du nickel viendrait à monter de manière vertigineuse, il est assez logique de ne pas sanctionner cette entreprise-là pour ne pas déstabiliser le marché. Concrètement, cela veut dire que Vladimir Potanin, aujourd'hui, continue de s'enrichir grâce à l'argent de l'Occident. Alors là où ces sanctions sont quand même efficaces, c'est que ces oligarques, en tout cas dans leur écrasante majorité, ne peuvent plus se déplacer en Occident. Oui, tous ou presque sont devenus persona non grata dans les pays occidentaux. Ce qui leur pose surtout problème, c'est l'interdiction de voyager, explique Olivier Attias, avocat spécialiste des sanctions internationales. Ils avaient l'habitude d'aller à Londres ou sur la côte d'Azur ou à New York. Ils ne le peuvent plus. Toutes leurs propriétés de luxe ont été gelées par les gouvernements occidentaux, leurs yachts notamment, par exemple. Ils ont donc l'espoir de les retrouver un jour, mais cela est un coup dur pour eux. Est-ce suffisant pour remettre en cause leur soutien au chef du Kremlin ? Je vous laisse en débattre avec nos invités. Merci beaucoup Quentin, on va en débattre, effectivement. Est-ce que ça peut faire pencher la balance ? On se rend compte, Emmanuel Véron, qu'ils ont une importance sans doute accrue, en tout cas économiquement, au sein de la Russie. Est-ce que ça veut dire que leur influence autour du Kremlin est plus forte ? Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. Le premier sujet, effectivement, c'est que les sanctions sont là et finalement, dans l'écosystème des oligarques, comme Quentin Bérichel vient de le présenter, il y a bien un effet limitatif dans le déplacement, dans les affaires et dans l'écosystème autour des oligarques, autour de chaque oligarque et autour des différentes affaires qu'ils ont, soit dans les médias, l'extraction de minerais ou d'autres ressources naturelles, etc. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qui me semble apparaître, c'est que ils ne peuvent plus complètement voyager, ils sont limités en matière de déplacement. Ils continuent d'avoir un rôle dans la maison Kremlin qui est fondamental, complètement articulé avec les Siloviki, puisque certains d'entre eux ont été des services spéciaux, ont été soit du FSB, soit ex-KGB, FSB ou autre. Donc il y a une articulation, il y a une intégration qui continue d'être très très forte entre les différents services au Kremlin, qu'ils soient militaires, qu'ils soient fédéraux, qu'ils soient sécurité intérieure pure ou des services extérieurs purs, avec les oligarques. Donc il y a ces deux niveaux de lecture à mon avis. Et pour finir, il y a un sujet qui a maintenant au moins 2 décennies en Russie, dans les oligarques que l'on appelle les juifs de Boukhara, dont certains qui ont été présentés par Quentin Bérichel et dans le papier de la Croix sont cités, sont mentionnés. Ils n'ont rien de juif, c'est qu'ils sont pour la plupart issus des ex-républiques socialistes d'Asie centrale, d'où Boukhara en Ouzbékistan, et ont monté en puissance des empires lors de la privatisation, effondrement de l'Union soviétique, privatisation, d'où le fait qu'un Potanin ait fait des affaires dans les années 96-97 et a participé à amener au pouvoir un certain Vladimir Poutine, alors patron FSB, qui avait des responsabilités dans les services russes. Donc il y a bien cette imbrication très forte entre oligarques et le pouvoir, et bien évidemment les services spéciaux. Alors, ouais, pourrait-il lâcher Vladimir Poutine ? C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Justement, voilà, pour terminer, c'est la question. Dans cette imbrication-là, qui aujourd'hui dirige la maison Russie ? A priori, Vladimir Poutine est médiatisé depuis le coup de Prigojine, en tout cas la marche de Prigojine, la supposée marche de Prigojine vers Moscou. On voit davantage Vladimir Poutine qui passe à la télé une fois tous les 2 jours, ou peu importe. Bon, on sent bien qu'il y a là, pour Vladimir Poutine, une mise en scène, une théâtralisation de son pouvoir. Et derrière, en coulisses, on pense à des Patrouchev, on pense à des Kovalchuk, on pense à d'autres, Bortnikov, des choses comme ça, qui sont tous des services à la sécurité, qui probablement sont en train de réfléchir à une recomposition du pouvoir et une Russie post-Poutine. Oui, Jean-Louis Carchet. Quentin nous disait à l'instant, les oligarques doivent leur fortune à Vladimir Poutine. On peut exactement inverser le raisonnement. Oui. À qui Vladimir Poutine doit sa fortune ? Parce que c'est pas sa retraite de lieutenant-colonel du KGB qui lui permet d'être devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Qui doit être 200 000 roubles, peut-être ? Il y a effectivement une sorte de consanguinité qui dit d'ailleurs beaucoup de choses sur la nature du régime entre l'argent, les oligarques, vraiment des fortunes considérables qui se sont constituées au cours des 30 dernières années sur l'acquisition illégale des biens collectifs de l'Union soviétique, et puis les gens qui avaient la force, soit de manière légale, les services de sécurité et l'armée, soit de manière illégale, la mafia. Donc, il y a ça, c'est le régime russe. Donc, évidemment, ce qui se passe depuis le début de la guerre
et avec les événements déclenchés par l'opération de Prigojine, c'est une recomposition de tout ça, qui n'est absolument pas achevée. Les règles du jeu ont changé avec la guerre, elles sont vraisemblablement encore en train de changer, mais alors, qui écrit les règles du jeu? Ça, on n'en sait rien. Bon, en tout cas, dans ces règles du jeu, il y a une chose peut-être inattendue pour notre regard occidental, c'est qu'ils profitent beaucoup de la guerre, en tout cas sur le terrain domestique, ces oligarques. Ils ont racheté, ou on leur a offert un certain nombre d'actifs, on leur a offert un certain nombre d'actifs occidentaux, avec des sociétés occidentales, on l'a bien compris, qui doivent se retirer. On a encore eu un exemple hier avec Carlsberg et Danone, alors qu'ils sont en train de se retirer, il y a des gels d'actifs, presque une renationalisation. C'est comme ça que ça fonctionne ? Poutine, effectivement, achète la paix sociale à travers ça. Hein. Il offre à ses oligarques un certain nombre de choses abandonnées par les Occidentaux qui leur permet d'accroître encore plus leur fortune. Effectivement, ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Ce qui s'est passé dans les années 90, cette privatisation forcée qui a été faite par la mafia, qui a été assise sur les renseignements et sur la justice corrompue, qui ont fait ce qu'ils sont aujourd'hui, eux, mais les politiques également. Et c'est un concert, ils sont allés de concert ensemble à travers les années 90 et les débuts des années 2000 pour se constituer ce patrimoine. À mon sens, cette situation, elle est court-termiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ces oligarques ont le marché intérieur qui leur est complètement offert parce que du coup, tous les autres acteurs sont partis de gré ou de force. N'empêche que Ou le sont pouvoir... morts, pour quelques-uns d'ailleurs. Voilà, le pouvoir... quelques morts inexpliqués. Cela, ils ont trahi, donc ça c'est autre chose. Ce marché intérieur a des limites. D'une part, en termes de capacité d'achat, le pouvoir d'achat de la population. Il ne faut pas oublier l'inflation en Russie flambe, plus qu'elle ne le fait en Europe. L'économie de guerre aussi, où les efforts financiers sont faits dans l'alimentation financière du militaire. Et donc, à un moment donné, il y aura des limites. C'est-à-dire que le marché est limité par le nombre de personnes. Ils ne pourront pas investir à l'étranger parce que là, pour le coup, on va s'interroger sur qui investit et plus l'unité commerciale qui est en train de vendre et puis certains produits vont être certainement aussi interdits. On ne peut pas se passer du nickel, on n'a pas pu se passer du gaz et puis finalement, on n'y arrive pas de mieux en mieux. Donc finalement, petit à petit, il y a des nouvelles sanctions qui vont certainement apparaître sur ces oligarques une fois qu'on aura trouvé d'autres sources. Donc il y a une limite à cet enrichissement et on verra comment ils vont réagir au moment où cette limite arrivera parce que je pense que Poutine sera mal à l'aise. Alors, et il n'y a parfois pas de limite entre les oligarques, on le dit rarement, et l'armée ou des groupes militaires privés. Dans le fond, est-ce que Prigojine n'est pas un oligarque aussi ? Il a fait fortune... C'est un oligarque. C'est un oligarque. On sait que Gazprom, par exemple, qui est un géant, est en train de constituer aussi une armée privée. Il y a aussi cette dimension-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de milices privées. Enfin, le phénomène milice privée existe. D'ailleurs, en Ukraine, existe en Ukraine aussi avec Azov, secteur droit, etc. Et existe en Russie d'ailleurs. C'est la problématique avec Prigojine, c'est qu'ils ont voulu intégrer Wagner dans l'armée, ce qu'a refusé Prigojine, parce que pour lui c'était un moyen d'avoir de l'argent, puisqu'en fait c'est un mercenaire, donc il vendait ses services que l'État russe lui achetait. Et l'État russe a voulu cesser ça, donc effectivement. Mais dans toute guerre, j'allais dire, il y a certains s'enrichissent, et les oligarques sont bien placés pour s'enrichir encore plus que les autres, puisque eux bénéficient effectivement du don des sociétés françaises qui sont parties suite aux sanctions, et donc récupèrent finalement des actifs qui fonctionnaient très bien. Jusqu'à quand est-ce que certains parmi eux deviendront plus puissants que Poutine lui-même ? C'est la vraie difficulté, c'est qu'un Poutine en fait divise pour régner. Est-ce qu'il va continuer à savoir aussi bien diviser qu'il le faisait jusqu'à présent, avec des gens qui deviennent de plus en plus puissants, lui qui est sans doute affaibli après effectivement la démonstration d'un Prigojine, après 2 ans de guerre, enfin pas 2 ans de guerre encore, mais enfin 1 an et demi de guerre, pendant lesquels effectivement il n'a pas montré une vraie capacité, j'allais dire, à l'emporter.
Donc oui, il y a sans doute affaiblissement et certains oligarques qui vont chercher peut-être à prendre le pouvoir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité occidentale? On va quand même se poser la question, parce que l'exemple de Potanine dont on a parlé tout à l'heure est très intéressant. Lui, en tant qu'individu, est sous sanction en Occident. En revanche, le nickel, puisqu'il est à la tête du géant du nickel russe, son entreprise, elle, n'est pas sous sanction. Ça ne fonctionne pas à la fin. Oui, parce que ça renvoie en fait à la nature des interdépendances économiques, notamment sur ce produit, le nickel, de son extraction, de son traitement et de la transformation pour être présent partout dans notre quotidien. Ça a été rappelé par Quentin Birichel. Vous en avez dans les téléphones, vous en avez dans les véhicules, vous en avez dans les applications de matériels médicaux, etc., etc. Donc c'est un produit dont l'économie mondiale et notamment les marchés unifiés dont nous sommes, Europe ou Amérique du Nord, voire Asie du Nord-Est, Corée, Japon, voire Taïwan, en gros des sociétés développées, industrialisées, ne peuvent pas se passer. Donc il y a là vraiment ce dilemme, à savoir de jusqu'où vont les sanctions, même si le paquet de sanctions, aujourd'hui on est à 14 000, 15 000 lignes à peu près, vient sanctionner des personnes, mais là ne sanctionnera pas stricto sensu la compagnie d'extraction et de traitement de ce produit-là. Donc c'est vraiment le dilemme par rapport aux interdépendances économiques et à la consommation dans les marchés unifiés dont nous sommes. Jean-Dominique. Ouais, sauf erreur de ma part, il y a toujours du gaz russe qui traverse l'Ukraine, qui passe en Ukraine pour aller en Slovaquie ou en Hongrie, je crois, de manière... Alors tous en profitent, puisqu'il y a ça rapporte de l'argent aux Russes, mais ça rapporte aussi de l'argent aux Ukrainiens. Et ce gaz qui traverse la Russie, l'Ukraine, ce gaz russe qui traverse l'Ukraine pour aller alimenter quelques pays d'Europe de l'Est, au fond, alimente la guerre. C'est vrai aussi dans le nucléaire. On a toujours une coopération dans le nucléaire civil sur notamment en France. La France a toujours une coopération dans le nucléaire civil avec la Russie. Valéria Formican. Et l'Union européenne, au moment d'imposer des sanctions, a clairement dit on sanctionne l'effort de guerre et les personnalités impliquées dans la guerre. On ne veut pas sanctionner le peuple russe qui, lui, n'a rien demandé. Donc l'activité économique ne peut pas être totalement détruite parce que c'est le peuple qui va payer et on ne le souhaite pas. Donc effectivement, on laisse les entreprises tourner quelque part et en plus, on n'arrive pas à se passer d'un certain nombre de produits. Donc, on est un petit peu quelque part dans notre logique humanitaire quand on fait ce genre de choses, quand on place des sanctions sur les hommes et les femmes et pas sur les entreprises privées qui ne relèvent pas du public et qui n'alimentent pas directement l'effort de guerre. Alors, la morale de l'histoire, qui n'est pas très morale, en général, c'est que ce groupe d'oligarques dont on parle tant continue, en tout cas, à avoir une importance capitale dans le jeu du pouvoir, et au-delà de ça, dans l'économie russe. Oui, je pense qu'une partie de l'économie russe ne va pas bien, même si, malgré les sanctions, elles perdurent, et j'allais dire... on sent qu'un Vladimir Poutine avait sans doute anticipé les sanctions depuis 2014, avec une production de blé qui avait été multipliée par 2,5 entre 2014 et 2022. Donc en fait, il y avait un certain nombre de choses qui avaient été anticipées. Mais ces oligarques, oui, ils font tourner l'économie. D'ailleurs, ils sont tous à la tête de grands conglomérats qui permettent à l'économie russe de fonctionner, qui, en effet, permettent à l'économie de guerre russe, parce qu'ils sont réellement passés en économie de guerre, à fabriquer des munitions, à fabriquer des blindés, à fabriquer des drones, pour permettre la défense. Donc en fait, toute leur industrie, en partie, s'est transformée réellement en industrie de guerre, et ils fabriquent sans doute moins de tracteurs, mais plus de chars, et ils fabriquent sans doute moins de petits avions, mais ils fabriquent plus de drones. Et puis ils ont d'autres débouchés, comme la Chine ou l'Asie, pour un certain nombre de matières. Ce qui est intéressant à observer, c'est que c'est une économie d'extraction, c'est-à-dire que c'est une économie qui fonctionne avec l'agriculture, les richesses naturelles, les minerais, une industrie assez basique. C'est certainement pas... Ces oligarques n'ont pas fait leur fortune dans l'innovation. Il n'y a pas d'Elon Musk. Il n'y a pas tous les grands créateurs qu'on voit aux États-Unis, un peu moins. Il y avait l'inventeur de Telegram, malgré tout, qui a été considéré comme... Tous ces gens-là, aujourd'hui, ont quitté le pays, d'une certaine manière. Toute la base industrielle sont partis. Donc, on voit bien que c'est une économie d'extraction, et on pourrait dire même, en poussant un peu plus loin, de prédation. Donc, oui, évidemment, ils ont des fortunes considérables parce que la Russie est un pays incroyablement riche par son sol et son sous-sol. Mais c'est
c'est pas par la capacité d'inventer les technologies de demain. Oui, une économie qui est peu ou même pas diversifiée, en fait. C'est une des grandes faiblesses du PIB, de l'économie russe. Et comme Dominique le précisait, c'est une économie extractive, une économie qui est primaire, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et qui, du fait des sanctions, se réoriente, Emmanuel, vous le rappeliez, davantage vers d'autres émergents, et qui là retrouve des accointances avec l'Afrique, mais aussi avec l'Inde, avec la Chine, voire l'Asie du Sud-Est, ou encore le Brésil. Et là, je pense, notamment pour le Brésil, géant agricole, à l'exportation de phosphates, d'engrais, etc. russes pour l'effort, entre guillemets, agricole, l'industrie agricole brésilienne. C'est au centre d'ailleurs du chantage aux céréales en ce moment, notamment la capacité de continuer à exporter des engrais, de l'ammoniac ou ce genre de choses. Oui, tout à fait. De toute façon, on est bien obligé de continuer à faire tourner le monde et l'alimentation fait partie des prérequis, et notamment sur le continent africain où tout mouvement côté Ukraine et Russie pose véritablement problème et très rapidement problème. La Russie a mis tout de suite dans la balance le grain, mais aussi les phytosanitaires, dont elle est grande productrice, ou en tout cas des composants phytosanitaires. Et le Brésil a été vent debout sur les sanctions parce que ça l'empêchait d'être fourni en temps et en heure. Et on demandait aux Brésiliens d'un côté faire un effort sur plus d'exportation pour pouvoir pallier au manque de ce qui venait de l'Ukraine habituellement. Et derrière, on leur a dit, mais sans les engrais et sans les phytos. Donc, ça devenait schizophrénique. Et aujourd'hui, Poutine, comme depuis le premier jour de la guerre, fait du chantage sur l'alimentation, tout en s'adressant directement à ceux qui souffrent le plus, en disant de toute façon, regardez ce que les Occidentaux vous font, parce que moi, je veux vous fournir à des prix extrêmement bas et je suis prêt à le faire, mais c'est la faute des sanctions ou c'est la faute des Occidentaux qui ont refait leur stock tout au début de la guerre avant d'imposer les sanctions et vous empêcher d'acheter. Ce discours-là fonctionne malheureusement sur les pays émergents ou en voie de développement. Et pour cela, on a vu à l'ONU les votes qu'on a vus d'adhésion ou non à l'Ukraine.